Bloquez votre radio et jetez le bouton. Et jetez le bouton. Et jetez le bouton. Et jetez le bouton. Vous êtes sur FM Liberté, la référence en ligne. www.fmliberté.com. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes en direct sur FM Liberté, la radio de la diaspora africaine. Nous émettons depuis Chicago. Je suis Bill Émile Davolk au micro et je reçois ce soir Monsieur Romarickson Alognon, un jeune politologue togolais résident en Allemagne. Ensemble, nous allons analyser la situation politique au Togo, notamment la rencontre entre le président de la République, Faure Gnassingbé, et le chef de file de l'opposition Jean-Pierre Favre, les mémorandums de Gilles Christ Olympio visant ses anciens protégés et surtout l'avenir politique de la lutte que nous réserve demain l'alternance. C'est pour quand au juste. Monsieur Romarickson, bonjour. Bonsoir, monsieur Bill Emile. Ravi de vous retrouver, ravi que vous soyez donc en ligne. Nos auditeurs sont très nombreux ce soir à vous attendre. L'événement qualifié d'historique cette semaine au Togo, c'est bien sûr la rencontre entre Faure Gnassingbé et Jean-Pierre Favre. Tout d'abord, que pensez-vous de la démarche de Jean-Pierre Favre qui a insisté et a été reçu par Faure Gnassingbé? Je comprends parfaitement la démarche de Jean-Pierre Favre. De fraude électorale en fraude électorale, le régime RPT a préparé le peuple togolais à une révolution populaire. Il ne reste plus qu'un événement catalyseur. Mais avant d'y arriver, il faut avoir utilisé tous les moyens pacifiques. Donc, la démarche de Jean-Pierre Favre s'inscrit dans cet ordre d'idées. Il s'agit de dire à M. Faure Gnassingbé de faire opérer les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Dans le cas contraire, les manifestations de rue l'y obligeront. La démarche de Jean-Pierre Favre est un acte politiquement correct. Pour régler ce genre de problème, les sciences politiques proposent deux méthodes. La méthode soft appelée management. Cette méthode dit que lorsqu'un acteur politique a la volonté, mais manque de moyens pour réaliser un accord, il faut l'aider à y arriver. C'est ce que Jean-Pierre Favre est allé proposer au dictateur. Cependant, lorsqu'on comprend que l'acteur politique n'a pas la volonté de réaliser les accords, il faut le forcer par des moyens coercitifs. Cette méthode s'appelle enforcement. Dans le cas du Togo, c'est la rue qui forcera Faure Gnassingbé à réaliser l'accord politique global et les 22 engagements que le régime a pris vis-à-vis de l'Union européenne. Avant d'aller rencontrer Faure Gnassingbé, Jean-Pierre Favre a pris le soin d'aller mobiliser le peuple. Dans l'ensemble, la démarche est très réfléchie. Voilà, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Climate Policy and Development. Vous avez obtenu un BA en sociologie, un M en European and World Politics. Vous êtes spécialiste de Development and Climate Politics. Monsieur Alognon, beaucoup regrettent par contre l'attitude cavalière de Jean-Pierre Favre qui n'a associé ses compères de l'opposition, notamment à la coalition Arc-en-Ciel, à sa démarche. Oui, Max Weber disait que le pouvoir est toute chance de faire respecter sa volonté dans une relation sociale, même contre la réticence. Cette définition du pouvoir est très dangereuse, car les expériences sociales ont démontré que dans une telle relation, même les plus puissants acteurs peuvent perdre leur pouvoir. Selon les informations, Jean-Pierre Favre a cherché le contact avec les membres de la coalition Arc-en-Ciel. Mais la rencontre n'a pas eu lieu à cause d'indisponibilité. Mais tout porte à croire que Jean-Pierre Favre comprend le pouvoir tel que l'a défini Max Weber. Mais cela peut conduire à des échecs inattendus. Voilà pourquoi Anthony Giddens et Günther Horstmann proposent une définition moderne du pouvoir. Selon eux, le pouvoir est une figuration de force sociale axée sur le potentiel de force structurelle des acteurs, sur la base de leurs ressources, compétences et de leurs importances structurelles. Ce pouvoir recherche le consensus, la compréhension et la confiance. À la lumière de ce qui suit, de ce que je viens de dire, il est clair que Jean-Pierre Favre gagnerait beaucoup en cherchant le consensus avec ses compères de l'opposition sur toutes les démarches à faire pour arriver à bout du régime RPT. Après tout,
Le leadership, c'est la capacité d'amener les gens à te suivre. Il est donc du devoir de Jean-Pierre Fabre, en tant que chef de l'opposition, de créer une symbiose entre la coalition Arc-en-Ciel et le collectif Sauvons le Togo. Savez-vous, la position qu'il occupe actuellement n'est pas statique, mais elle évolue. S'il ne joue pas bien son rôle, il perdait la position. Je vais donner pour exemple le cas de J-Christ Olympio, qui fut le leader incontestable et incontesté de l'opposition. Et pourtant, sa méthode cavalière l'a conduit d'échec en échec. Et à la fin, vous avez vu comment il a fini. Gilles-Christ Olympio, nous y reviendrons. Pour parler donc de l'entretien entre Jean-Pierre Fabre et Faure Gnassingbé, la rencontre n'a duré qu'une trentaine de minutes et à la sortie, Jean-Pierre Fabre a manifesté, disons, une certaine satisfaction. Est-ce que cette première rencontre entre le président de la République et le chef de file de l'opposition comble donc vos attentes? Je pense que je vais peut-être vous surprendre, mais je n'ai rien attendu de la rencontre entre Jean-Pierre Fabre et Faure Gnassingbé. Parce que l'objectif de la rencontre, c'est de faire le pas pacifique avant d'arriver à la révolution. Il faut passer par la méthode de management avant d'arriver à celle d'imposition qu'on appelle enforcement. Cela fut fait. Je ne peux qu'apprécier Jean-Pierre Fabre pour cela. Le gros du travail sera fait par le peuple togolais. Le gros du travail revient donc au peuple togolais. Qui, selon vous, est sorti gagnant de ce face-à-face? Faure Gnassingbé, qui montre au peuple togolais et à la communauté internationale sa disponibilité au dialogue, ou plutôt Jean-Pierre Fabre, qui adopte une stratégie diplomatique parallèlement aux manifestations de rue? Je pense que c'est clair que c'est Jean-Pierre Fabre qui est sorti gagnant de la rencontre. Comme je viens de le dire, il s'agit d'épuiser les voies pacifiques avant d'entamer la révolution. En dehors de cela, Jean-Pierre Fabre a démontré par cette rencontre qu'il a acquis le niveau d'un homme d'État. Une personne qui peut dépasser le sentiment pour agir exclusivement sur le plan rationnel. Et il faut le faire, hein, et il a réussi. Si nous revenons à la stratégie diplomatique, on pourra remarquer à Jean-Pierre Fabre qu'il gagnerait beaucoup s'il ouvrait une haute brèche vis-à-vis de l'armée togolaise. Et pour clore ce volet diplomatique, on peut dire que Jean-Pierre Fabre a encore du travail à faire pour gagner la confiance de la communauté internationale. Pour réussir sur ce plan, il faut comprendre que l'être humain est un acteur rationnel. Et selon la théorie du choix rationnel, le comportement de l'être humain n'est pas guidé par les normes et les valeurs qu'il acquiert lors de sa socialisation, mais exclusivement par des intérêts économiques. Si Jean-Pierre Fabre réussissait ce coup, en 2015, l'opposition togolaise sera au pouvoir. 2015, justement, qui verrait Faure Gnassingbé postuler à un troisième mandat en toute légalité, reconnaissons-le. Comment l'opposition togolaise peut-elle empêcher Faure de briguer une autre magistrature, puisque la constitution modifiée par Gnassingbé père autorise le fils à rester au pouvoir autant de fois qu'il le veut? L'enjeu premier de la rencontre, c'est de demander à Faure Gnassingbé d'organiser les élections locales en cette année 2014. Si les locales ne sont pas faites cette année, il serait mieux d'oublier la présidentielle de 2015. Maintenant, la constitution modifiée en 2012 permet à Faure Gnassingbé de se présenter à un nouveau mandat. Cela est un fait. Mais il faut rappeler que les travaux du cadre permanent de dialogue et de concertation ont abouti à la limitation du mandat. Dans ce sens, il serait illégal si Faure Gnassingbé se présentait encore en 2015. Mais connaissant bien ce Faure Gnassingbé, qui se fit président tout juste après le décès de son père, comme si la présidence était un héritage, on peut s'attendre à ce qu'il se présente en 2015. Maintenant, il appartient à l'opposition togolaise de l'en empêcher. Vous voulez savoir comment? Comment les Tunisiens ont-ils réussi à chasser Ben Ali? L'opposition togolaise peut adopter une démarche triptyque pour réussir sa mission. 1. Organiser des manifestations de rue dans 5 villes du pays pendant 1 à 2 semaines. 2. Négocier avec les soldats démocrates et proposer l'armistice à certains membres du régime RPT. 3. Rassurer
les Français, les Allemands et les Américains qui ont des intérêts au Togo. Voilà comment la mission de l'opposition pourrait réussir. FM Liberté, l'esprit du patriote. Mais malheureusement, l'opposition affiche toujours une division interne qui laisse présager une multitude de candidatures pour la présidentielle de l'année prochaine. Pourquoi, selon vous, M. Romaric Son à l'Oignon, après 24 ans de lutte, les leaders de l'opposition n'ont tiré aucune leçon des échecs dus à la division, l'éparpillement des voix? Le dernier en date d'ailleurs, c'est les élections législatives passées. Oui, malheureusement, l'opposition togolaise donne l'image de bébés qui se disputent une tétine. C'est incroyable qu'ils soient restés sur ce point après 24 ans de lutte et près de 10 000 morts. Les uns sont tellement égoïstes qu'ils n'arrivent pas à créer un effet de synergie entre tous ceux qui veulent le changement au Togo. Les autres ont un esprit envieux qui les pousse à s'attaquer au premier, perdant ainsi de vue la cible qu'est le régime EPT. Le professeur de sciences politiques, Andreas Schedler, a affirmé qu'aussi longtemps que l'opposition reste divisée, l'autocrate peut être certain de conserver son pouvoir. Cela est confirmé au Togo. En fin de compte, c'est l'opposition togolaise qui permet au régime EPT de conserver le pouvoir contre la volonté de notre peuple. Au lieu de s'élever au niveau de la raison, il reste plus souvent dans le sentiment. À cause de ces caractères, même, la communauté internationale pense que les opposants togolais sont des gamins auxquels on ne peut pas confier le pouvoir. Avez-vous observé ce qu'ils ont fait l'année passée en France? Sur l'invitation de l'Élysée, l'opposition s'est présentée en tant qu'individu à deux faces. D'une part, le collectif Sauvons le Togo, et d'autre part, la coalition Arc-en-Ciel. S'il fallait signer des accords avec l'opposition togolaise pour mettre fin au régime RPT, qui d'entre le CST et la coalition serait l'interlocuteur? Si l'opposition togolaise qui aspire au pouvoir a deux faces, qu'est-ce qui peut donc rassurer la communauté internationale que le Togo ne tomberait pas dans un chaos après le retrait de Fonia Singbe? Prendre un pays en main est différent de rentrer en possession d'un champ de maïs dans un village. Malheureusement, jusqu'à ce jour, les opposants togolais donnent l'impression qu'ils se battent pour rentrer en possession d'un champ de maïs. Les opposants togolais qui se tiraillent toujours, qui n'ont cessé de se combattre entre eux, l'égoïsme, l'individualisme qui domine toujours l'opposition togolaise. On se rappelle encore ce caractère de Gilles-Christ Olympio qui s'était érigé opposant légitime, dénigrant ce droit aux autres. Malheureusement, je l'ai garé aujourd'hui quelque part dans les annales de l'histoire. Et ces sorties sont les mémorandums qu'il publie, les piques qu'il lance à ses anciens protégés, ses anciens partenaires de l'UFC qui sont aujourd'hui à la tête de l'ANC. Comment jugez-vous ces sorties de l'UFC et que pensez-vous du combat de Gilles-Christ Olympio? Vous savez, les mémorandums de Gilles-Christ Olympio sont des actions désespérées de loser. Plus personne ne s'intéresse à ce monsieur. Il serait mieux de la fermer. Mr. Gilles-Christ Olympio, please give us a break. That's all I gotta say. Give us a break, parole de Romaric Son à l'Oignon qui nous accorde en ce moment une interview. Pour conclure, comment voyez-vous l'avenir politique du Togo? Croyez-vous toujours que l'alternance tant souhaitée par le peuple sera enfin réalisée en 2015? De l'avenir politique du Togo dépend son développement économique. Malheureusement, à moins que les Togolais se soulèvent, ils risquent de continuer par végéter dans la misère. En ce qui concerne l'alternance en 2015, je ne peux citer que le professeur Komitou Labo qui dit que pour le peuple togolais, 2015 est déjà cuit. C'est la posture actuelle de l'opposition togolaise qui lui fit dire cela. Vous savez, j'ai profondément étudié l'autoritarisme. C'est même le thème de ma thèse de doctorat en sciences politiques.
En démocratie, l'élection permet au peuple d'élire ses dirigeants. Mais en dictature, elle permet au régime autocratique de se donner une image démocratique et donc de devenir acceptable à la communauté internationale. Si cela ne tient qu'aux élections, le régime RPT ne quittera jamais le pouvoir. Mais tout revient au peuple togolais, comme je viens de le dire. Le jour où les Togolais vont se soulever de Singate jusqu'à Aneho, ce sera la fin du régime RPT. Car la lutte populaire, elle est invincible. Quant à ceux qui parlent de l'armée togolaise, qui serait une armée forte, à quoi que ce soit, vous savez, l'armée tunisienne est plus forte que l'armée du Togo. Celle de l'Ukraine est plus forte que celle du Togo. Mais le jour où les Tunisiens se sont levés, Ben Ali a fui. Le jour où les Ukrainiens se sont levés, Viktor Yanukovych a fui. Si les Togolais veulent la démocratie, s'ils veulent la liberté, ils ont vu ce que les Tunisiens ont fait. Ils ont vu ce que les Ukrainiens ont fait. Voilà. Merci à vous, Romarickson Alognon. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Climate Policy and Development, disponible sur Amazon. Vous avez obtenu un billet en sociologie et un MA en European and World Politics. Vous êtes spécialiste du développement, politologue togolais résident en Allemagne. Merci de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie. Merci également à Erika Lovor à la technique. Je suis Bill Emile Davolk au micro. Restez toujours en compagnie de nos programmes FM Liberté, la radio de la diaspora africaine. Nous émettons depuis Chicago aux États-Unis. L'ambiance comme il en existe nulle part ailleurs, c'est sur la radio de la diaspora, FM Liberté. FM Liberté est maintenant disponible sur n'importe quel téléphone. Radio FM Liberté a le plaisir de vous annoncer qu'elle est maintenant recevable via vos téléphones portables ou fixes. En appelant le 312 348 51 59. À partir de vos téléphones portables ou fixes, vous pouvez alors nous écouter en direct et sur vos émissions favorites sur la radio de la diaspora africaine. Pas besoin de smartphone, pas besoin de téléchargement ou d'abonnement. C'est simple, immédiat, totalement gratuit et ça marche avec tout téléphone cellulaire ou fixe. Un seul numéro, composez le 312 348 51 59 312 348 5159. FM Liberté chez vous, là où vous êtes.